Bonjour et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de physique quantique, qui est un sujet super intéressant et même renversant. Au commencement, il n'y avait rien. Puis, à partir de ce rien, tout est apparu. De ce néant vibrant, matière, énergie, espace, temps, conscience, esprit, tout a émergé, tout est sorti. Comment est-ce que quelque chose d'aussi immatériel que la matière du cerveau puisse donner naissance à quelque chose d'aussi immatériel qu'une expérience? Si vous voulez voir la peur apparaître dans les yeux d'un physicien quantique, vous lui demandez « C'est quoi le problème de la mesure ?» Le problème de la mesure est ceci. C'est qu'un atome apparaît dans un espace en particulier, dans une place en particulier, seulement si on le mesure, seulement s'il y a quelqu'un qui l'observe. En d'autres mots, un atome est dispersé partout, jusqu'à temps qu'un observateur décide de le regarder. Puis à l'instant où un observateur le regarde, c'est ça qui crée l'univers tout entier. Seulement les êtres conscients peuvent être des observateurs. Donc, nous sommes connectés intimement à l'existence même de la réalité. Sans nous, il y aurait cette superposition de possibilités en expansion, sans que rien de défini jamais réellement existe. À partir de ces millions de taches d'énergie, puis de photons, d'électrons, de protons, puis de neutrons, se forme ce monde imaginaire solide en 3 dimensions, qui n'existe pas dans l'absolu, selon ce que la relativité ou la mécanique quantique nous enseigne. Puis ça, c'est de la science. Et peu importe quand nous essayons de regarder ces particules-là, l'acte de regarder au-delà d'un certain niveau, l'acte même de l'observation, change tout. Puis plus vous observez les particules individuellement, puis plus que vous vous rendez compte qu'un électron n'existe pas individuellement. Un électron ou n'importe quelle autre particule élémentaire existe seulement en rapport avec les autres. Comme des particules par exemple, ou même l'univers au sens large. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que ça signifie, là, mais ça signifie que quand vous plongez assez profondément dans la nature de la matière, eh bien, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous savons sur le monde ordinaire disparaît, se dissout. Il n'y a plus d'objets, il y a juste des relations. Il n'y a plus de localisation, il n'y a plus d'espace, il n'y a même plus de temps. Puis plus que vous regardez les choses en détail, ce que nous pensons qui est de la matière solide, puis plus qu'on se rend compte que ce solide-là est de moins en moins solide. La seule réalité qu'on connaît, c'est la réalité qui est manufacturée par notre cerveau. Le cerveau reçoit des millions de signaux à chaque minute. Puis nous organisons en hologramme toute ce data que nous projetons en dehors de nous-mêmes, puis c'est ça qu'on appelle la réalité. Mais si le cortex du cerveau lui-même est aussi un hologramme à 3 dimensions, si des hologrammes à 2 dimensions reconstruisent des hologrammes en 3 dimensions, ben, il en résulte donc, logiquement, que les hologrammes en 3 dimensions peuvent reconstruire des hologrammes en 4 dimensions. Les catégories conceptuelles, ça veut dire les mots qu'on utilise pour décrire la réalité, ils sont en fait des phénomènes mentaux qui se passent à l'intérieur de notre esprit. Ils sont pas là en dehors. Et puis la plupart du temps, ça devient un calembour philosophique. Mais quand on descend dans la physique quantique, ça c'est une des raisons pourquoi Bohm m'a suggéré l'idée d'holographe,
ça commence à avoir un effet qui est réel puis tangible. Entre autres que si vous prenez deux particules subatomiques comme des électrons, puis qu'on soumet cet électron-là à quelque chose, on se rend compte que ça va affecter l'autre électron de la même façon, peu importe la distance qu'il y a entre les deux. Puis comment est-ce que c'est possible? Ben, ce que ça nous dit, c'est qu'une fois que la matière elle a été jointe physiquement, même une fois séparée, l'énergie, elle, qui les réunissait, est encore là, puis elle les connecte toujours, peu importe la distance. C'est là que ça devient important pour moi. Parce que si on remonte assez loin dans le temps, puis qu'on revient avant le Big Bang, tout, l'univers, puis tout ce qui contient l'univers, était dans une masse très dense de matière qui était de la grosseur d'un poids. Donc toi, moi, tous les meubles qui autour de nous, toutes les roches, toutes les montagnes, toutes les autres planètes, tous les soleils, tout ce qu'il y a entre, on était tous un. Ça veut donc dire qu'on est encore un. On est encore tous liés, malgré la distance qui nous sépare. On était liés au départ, on l'est encore aujourd'hui. C'est ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est ce que les modèles d'ordinateurs suggèrent. Alors même si, dans le fond, l'univers est en expansion, puis donc que la distance entre nous augmente au fur et à mesure, entre chaque étoile, puis planète, tout ça, puis on s'éloigne un de l'autre, on est en expansion, ça veut quand même dire que, énergétiquement, on est encore tous connectés. Tout ce qu'on essaie de vous faire croire, là, à propos des religions, puis des cultures, puis des races, puis tout ça, pour essayer de nous séparer un de l'autre, c'est de la foutaise. Pour de vrai, nous ne sommes qu'un. Le jour où l'humanité réalise ça, ça va être le jour où la spiritualité puis la science vont enfin se connecter. Et là, l'être humain va pouvoir vivre dans toute sa splendeur. Souvent, notre pensée nombrilistique nous fait penser qu'on vit dans un univers. Non, on ne vit pas dans un univers. On vit dans un multivers. Il faut arrêter de se regarder le nombril un peu, puis de réaliser qu'il n'y a pas juste l'univers dans lequel on vit. Mais il y a des couches d'univers superposées. C'est ça qu'on appelle le multivers. Le voyage dans le temps, c'est juste de sauter d'un univers à un autre univers parallèle. Tu peux pas remonter la ligne de temps sur laquelle tu es, mais tu peux sauter sur une ligne qui est parallèle à la tienne, puis qui peut être décalée dans le temps. Donc, on a l'impression de revenir dans le passé. Mais tu n'as pas reculé sur ta même ligne de temps. Donc, un atome et son électron sont des objets multiversels. Puis cet objet multiversel est ce que la mécanique quantique décrit. Maintenant, ça, ce que ça veut dire, c'est que l'aspect de la réalité de l'univers parallèle, tel que décrit dans la mécanique quantique, doit s'appliquer à tous les objets, peu importe la taille. Ça s'applique aux humains, aux étoiles, aux galaxies, à tout. C'est pour ça qu'on l'appelle la théorie de l'univers parallèle et non pas la théorie de l'électron parallèle. Parce qu'après tout, nous sommes faits d'atomes, pareil comme tout ce qui nous entoure. Tout est fait d'atomes. Puis la même théorie qui dit que l'atome existe dans plusieurs univers, le même atome existe dans plusieurs univers parallèles en même temps, ben ça s'applique aussi à nous, l'être humain. Nous existons à plus d'une place à la fois. Puis en état d'esprit différents aussi, successivement en univers différents. Puis ce que ça suggère tout ça, c'est que finalement, il n'y a pas de séparation entre les électrons. On pourrait aller plus loin et dire qu'il n'y a pas de séparation entre les gens. Ça expliquerait des choses comme la télépathie. Comment est-ce que la télépathie peut se faire, peu importe la distance, parce qu'on est connecté? Tout est interconnecté. Et le plus grand secret de l'univers, ça devient que l'individualité est une illusion. Ce qui favorise cette illusion-là, c'est qu'on voit un espace vide entre vous et moi. Et puis donc on se dit séparé.
Mais la réalité est que cet espace est plein. C'est ça qui est important. Puis que la physique quantique nous prouve que quand que deux particules ont déjà été connectées, elles demeurent connectées, peu importe la distance que tu places entre elles. Tu fais subir quelque chose à une des particules, l'autre particule réagit de la même façon que si elle l'avait subi elle aussi. Tout ça parce qu'ils ont déjà été connectés énergétiquement et donc elles le sont toujours. N'oubliez pas que nous avons déjà été tous interconnectés collectivement avant le Big Bang. Puis même si l'univers est en expansion aujourd'hui, l'énergie qui un jour nous réunissait, nous unit toujours. Les illusions viennent de comment nos esprits perçoivent. Mon illusion vient de mon esprit, puis votre illusion vient de votre esprit. Vous n'avez donc pas besoin de chercher ailleurs pour trouver la source de l'illusion. N'importe où vous allez chercher à l'extérieur, vous ne la trouverez pas. Justement parce que l'illusion vient de votre esprit. Ce que nous sommes en train de suggérer, c'est une nouvelle façon de concevoir ce que nous appelons la personne, le soi, l'être, le je. Nous pouvons commencer à voir puis à toucher vraiment ce royaume infini dont on parle. Les infinités font partie des limites de votre existence. Quand on le regarde dans cet angle-là, n'importe quoi peut être divisé jusqu'à l'infinité. Prenons la distance, l'espace qui est entre le 0 et le 1. Tu peux le diviser en deux. Puis après ça, la distance qui est entre le 0 et le 0.5, tu peux le rediviser en deux. Puis après ça, l'espace qui est entre le 0 et le 0.25, tu peux le rediviser en deux. Puis tu peux diviser comme ça à l'infini. Si jamais vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que l'énergie nucléaire est tellement de fois, 1 million de fois supérieure à l'énergie chimique? Mais c'est parce que l'énergie chimique, elle résulte de la manipulation des atomes dans une molécule. Alors que l'énergie nucléaire résulte de la manipulation de nucléons dans des nucléus ou dans un noyau. Je pense que noyau c'est plus français que nucléus. Puis la graduation super unifiée de 1000, de millions, de milliards, de trilliards de temps plus petit est pratiquement infinie dans son dynamisme. Si vous cherchez l'infinité, quel instrument avez-vous pour trouver l'infinité ou pour le chercher? Tout ce que vous avez, c'est vos sens, vos organes sensoriels. Donc, à travers vos organes de sens, si vous cherchez l'infini, c'est à peu près comme vouloir se rendre à la Lune avec une diligence puis un cheval. C'est ça la plaie de l'humanité présentement. Avec une perception limitée, on essaie de comprendre ce qu'est au-delà. C'est comme ça qu'on essaie de percevoir le niveau ultime de la réalité. Puis on cherche n'importe quel genre de méthode. Par exemple, des nouvelles technologies, le pouvoir atomique, etc., etc. Mais peu importe comment on essaye, on n'arrive pas à percevoir les niveaux ultimes de la réalité par ces mécanismes-là. Le niveau ultime de la réalité est fondamentalement vide, puis donc non observable en utilisant ces méthodes de mesure, ces méthodes scientifiques. La science s'est engagée dans une entreprise de perception, pas principalement dans gagner la connaissance. La connaissance apparaît, mais comme un sous-produit. Si je comprends bien, en toute cohérence, lorsque la perception concorde avec l'expérimentation, ben ça nous démontre que notre compréhension est correcte. Il faut apprendre à distinguer entre des apparences correctes et des apparences incorrectes ou illusoires. Notre cerveau saisit de l'information, mais c'est pas que l'image est là à l'extérieur de nous. C'est que nous obtenons de l'information que nous convertissons en une image.
selon nos propres systèmes de croyances, conscients et inconscients. Puis nous savons ce qui se passe. La lumière passe à travers les yeux, frappe l'arrière de la rétine, déclenche des impulsions électrochimiques qui voyagent dans des fibres neurales à l'arrière des yeux, dans le cerveau, où le cerveau, très intelligemment, dans approximativement 1/10 de seconde, réunit tout ça ensemble, puis il dit, c'est ça qu'on voit en dehors. Oui, vous créez votre propre tunnel de réalité, mais ça ne veut pas dire que vous créez la réalité ou la vérité. À partir du flux infini d'énergie, vous créez votre propre tunnel de réalité. Mais la plupart des gens ne sont pas conscients de ça. Ils croient que la réalité existe là, tangiblement à l'extérieur de nous, puis que nous, on arrive seulement à percevoir ce qui est déjà là. C'est pas ça, c'est nous qui y donnons forme. Toute la matière, en fait, c'est seulement de l'énergie condensée dans une vibration lente. Et nous sommes donc, tous ensemble, une seule conscience qui s'éprouve subjectivement. La mort n'existe pas. La vie, c'est juste un rêve. Et nous sommes l'imagination de nous-mêmes. Toute cette information-là que je vous dis vous révèle un secret crucial de votre vie. Vous devez en douter, mettez-le en doute, faites vos recherches. C'est de la mécanique quantique, c'est de la science, on enseigne ça dans les universités. Il est possible que si vous comprenez ça attentivement, ça peut apporter des changements fondamentaux dans votre façon de percevoir le monde matériel dans lequel on vit. Tout ce dont je vous ai fait mention ici, c'est pas juste une approche différente ou une pensée philosophique. C'est un fait qui est aussi prouvé par la science aujourd'hui. L'homme est conditionné depuis sa naissance à concevoir le monde comme une réalité matérielle absolue. Finalement, l'homme va grandir sous l'effet de ce conditionnement et construire toute sa vie toute entière sur ce seul point de vue. Mais comme je vous le disais, la science est arrivée avec une conception complètement différente de qu'est-ce que on présume. Frédéric Vester a dit en 1978 que les affirmations de certains scientifiques qui proposent que l'homme est une image, que tout ce qui est expérimenté est temporaire et déceptif, puis que l'univers est juste une ombre, semble être prouvé par la science d'aujourd'hui.